vers un titre de séjour sur des métiers et pour des métiers en tension. Vous avez probablement lu cette interview croisée entre Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. C'était comme ça un petit pavé dans la mare qui a suscité à cette période d'ailleurs un débat politique enflammé, passionné. Notre sujet aujourd'hui à nous, c'est de se dire mais marché de l'emploi pénurique, difficulté de pouvoir accéder à certains salariés, et puis l'actualité la plus récente, et on va en parler avec mes invités, c'est ce sit-in où des tentes se sont installées devant le Conseil d'État d'étrangers, de migrants qui sont là et qui réclament évidemment un accès à des droits et aussi à des droits pour accéder à l'emploi, ce qui est souvent un parcours du combattant incroyable. On en parle avec mes invités. Est-ce que les choses ont un peu évolué depuis cette interview ? Parce que, évidemment, l'Assemblée va devoir s'emparer de ce sujet. Avec nous, Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière. Vous venez de la métallurgie, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore bien. Vous aviez créé chez Schlumberger votre propre syndicat, on est bien d'accord. Vous êtes un homme de la base, parce que certains s'interrogeaient, est-il un apparatchik du syndicalisme ou un homme de la base ? Vous êtes un homme de la base. Ben oui, je suis un homme de la base, mais il n'y a pas d'apparatchik dans le syndicalisme. Ce sont des gens qui progressent, on débute dans l'entreprise ou dans l'administration, on crée le syndicat, puis après on évolue. C'est ça la base du syndicalisme. Pour prendre les rênes donc, de ce syndicat et pour en devenir le secrétaire général, Lise Faron, merci d'avoir répondu à notre invitation. Responsable des questions entrée, séjour et droits sociaux, on est en plein cœur du sujet à la CIMAD. En quelques mots, la CIMAD, c'est quoi ? C'est une association qui accompagne ces demandeurs d'asile ? Oui, tout à fait. La CIMAD, c'est une association qui aide les personnes étrangères en France et à l'international. Et on est implanté partout en France avec un réseau d'une centaine de lieux d'accueil où on accompagne des personnes dans leur démarche d'accès aux droits. Comment vous avez réagi, parce que je me tourne vers le responsable syndical, quand vous avez entendu cette interview croisée ? Alors ça a suscité évidemment un débat politique, mais on va vite le mettre de côté. Marine Le Pen, c'est un nouveau nom à une campagne de régularisation des clandestins. Évidemment, ce débat a été posé sur le débat politique, mais la réalité du jour, c'est qu'on a 300 000 emplois non pourvus dans des secteurs sous tension, l'hôtellerie, le BTP, l'aide à la personne, et qu'on ne trouve pas aujourd'hui, que les groupes et les entreprises ne trouvent pas de salariés. Est-ce que vous dites que c'est la bonne voie que de permettre à ces étrangers, on peut trouver migrants, demandeurs d'asile, ils ont plusieurs noms, un emploi le plus vite possible ? Est-ce que vous y souscrivez ou est-ce que vous, en tant que responsable syndical, vous dites il faut quand même d'abord penser aux demandeurs d'emploi français qui, eux, ne trouvent pas de boulot ? Sur quelle ligne vous êtes ? Alors déjà, je suis sur une ligne, c'est sur mon compte Twitter, c'est qu'au fond, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jean Jaurès. Donc, il n'y a pas de sujet. Maintenant, sur ces métiers, attractivité des métiers, c'est salaire, conditions de travail et tout cela. Et le nombre d'emplois non pourvus aujourd'hui, à peu de choses près, 20 000 de moins en 2019 avant la pandémie. Aujourd'hui, sur ces emplois non pourvus, ce que je souhaite, c'est qu'on donne à tous les salariés, quels qu'ils soient, les mêmes conditions. Qu'aujourd'hui, certains disent il faut faciliter pour des migrants ou des exilés un certain nombre d'emplois, si c'est pour faire baisser les conditions de travail ou faire baisser le salaire. Aujourd'hui, 40%. C'est le débat qui est posé, certains disent finalement, c'est non seulement une mesure de régularisation massive, puis c'est une manière un peu cynique d'utiliser de la main-d'œuvre bon marché en la payant moins que si on allait faire appel à Pôle emploi. La question est posée. C'est ce que nous avons déjà connu dans les années 70 et tout cela. Lorsqu'on remplissait les usines automobiles. Il n'y a pas de nouvelle méthode. On est toujours sur la même chose. On stigmatise. 40% de ceux qui liquident leur retraite à 67 ans sont issus de l'immigration. Pourquoi ? Parce qu'au départ, les papiers, on ne leur fait pas tout de suite. On fait un certain nombre de choses extravagantes, notamment dans les plateformes. Ça repousse leur droit à la retraite. Notamment dans les plateformes comme Just Eat ou d'autres. Et bien ça, c'est inadmissible. Lise Faron, je me tourne vers vous. Vous dites, j'ai envie d'y croire, parce que d'abord, la critique a porté sur l'idée que le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail parlent la main dans la main, ce qui, d'apparence, semblait logique, mais ça a été critiqué. Vous dites, nous, on a envie d'y croire, on a envie de se dire, donnons-nous une chance de donner à ceux qui sont actuellement en train de dormir devant le Conseil d'État la possibilité d'accéder le plus vite possible à l'emploi. Aujourd'hui, c'est combien ? C'est 6 à 9 mois, le délai ?
Alors 6 à 9 mois, c'est pour les demandeurs d'asile, mais en fait, si on parle des personnes étrangères en France qui vivent sans papier, ça peut être vraiment des années. Enfin, il y a des personnes qui sont en France depuis 10 ans ou plus, qui travaillent au noir et qui n'obtiennent pas de titre de séjour et qui n'arrivent pas à être régularisées. Donc, et pourtant, ils payent des impôts. Alors, en tout cas, ils déclarent effectivement leurs impôts et après, ils en payent en fonction de s'ils sont imposables ou pas. Donc, pour nous, la question, à la CIMAD, on est vraiment sous l'angle de l'accès au droit. Donc, effectivement, l'enjeu pour nous, c'est de donner accès au droit, dont accès à l'emploi, mais parce que ça permet d'avoir accès à des revenus et donc à des conditions de vie dignes. Et donc, effectivement, on est favorable à des mesures qui soient en faveur de la régularisation des personnes étrangères en France. Vous parliez tout à l'heure de régularisation massive. On est assez dubitatif sur le caractère massif que pourrait donner, auquel pourrait aboutir cette création d'un titre de séjour métier en tension. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les personnes étrangères qui travaillent dans des métiers comme le bâtiment, la restauration, les entreprises de ménage. Elles sont là, on les voit, elles sont sur les chantiers, elles sont dans les bureaux. Elles sont là, mais du coup, elles travaillent dans des métiers qui, pour beaucoup, ne sont pas répertoriés dans la liste des métiers en tension. Le ministre a dit qu'il y aurait une nouvelle liste en 2023, là, en janvier. J'imagine que vous l'attendez. Oui, effectivement, il faut lister. S'il y a un titre métier en tension, la question de la liste et de son actualisation va être vraiment cruciale. Mais on peut vraiment se questionner sur la possibilité pour le gouvernement de définir une liste et de la mettre à jour de façon suffisamment rapide et opérationnelle par rapport à une autre approche qui pourrait être en fait de faire confiance aux patrons qui emploient des personnes sur le territoire parce qu'elles sont là et que c'était le seul ou le meilleur candidat pour cet emploi-là. Ça ne marche pas tout à fait comme ça aujourd'hui parce que c'est à la préfecture de décider si... Bien sûr. Non, il faut donner la règle. Si dans le secteur donné, la personne étrangère qui n'a pas de papier, il y a des emplois à Pôle emploi ou des salariés qui attendent l'emploi, eh bien la préfecture choisira évidemment le salarié répertorié à Pôle emploi. C'est comme ça que ça marche. Donc il ne peut pas accéder au poste. C'est un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, il y a peu deux systèmes qui coexistent en matière d'accès au séjour par le travail et ils sont assez tordus et on s'y reprend à chaque fois pour essayer de les réexpliquer. Donc c'est un peu compliqué. Mais pour les personnes sans papier, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il faut justifier qu'on est présent en France et qu'on travaille déjà. Oui. Et donc, il y a un système très absurde qui marche complètement sur la tête. Non, ils n'ont pas le demande aux personnes sans papier et à leurs employeurs de justifier qu'en fait, ils sont en situation de travail illégal depuis plusieurs mois. On parle de au moins 8 mois sur les 24 derniers mois ou au moins 30 mois sur les 5 dernières années. Donc ça, c'est... Donc c'est-à-dire que l'employeur se retrouve mêlé à l'idée qu'il a utilisé un salarié en situation illégale, parfois même le payant de la main à la main, on est d'accord. Et ça, il faut le justifier. Ça vous choque, j'imagine, Frédéric Souillot, cette situation ? Bien sûr, ça nous choque. C'est absurde. Aujourd'hui, il y a une commission du travail illégal dans l'agriculture. Oui, les saisonniers. La présidente est secrétaire confédérale à Force ouvrière de cette commission sur le travail illégal. Bien sûr, c'est absurde. Et sur comment est-ce qu'on trouve une solution pour alléger et leur donner le plus rapidement possible des papiers, un emploi et des droits, puisque tous les droits que nous avons sont liés à nos papiers et pas à ce que vendent certains sur régularisation. Est-ce qu'il faut se parler cash ? Est-ce que sur certains secteurs en tension, et on l'entend quand les gens se lâchent un peu, ils vous disent mais ce sont des emplois peu qualifiés, sous-qualifiés, pénibles, à horaires décalés. Et il suffit de regarder aujourd'hui ces emplois par qui ils sont occupés, par des personnes étrangères ou d'origine étrangère, parce que aujourd'hui, ceux qui sont à Pôle emploi ne veulent pas prendre ces emplois. Cette réalité, elle est réelle. Alors, ceux qui sont à Pôle emploi ne veulent pas prendre ces emplois, ça, je le... Vous l'entendez ou pas ? Vous le niez ? Non, je ne l'entends pas. Les offres de Pôle emploi, vous avez une formation, un CV, ce que vous avez fait comme métier pendant des années. Eh bien, le conseiller Pôle emploi vous oriente vers des offres qui vont vers vos compétences et vos qualifications. Il essaie en tout cas. Non, il le fait. Je redis qu'effectivement, lorsque les immigrés, mais on a eu des vagues d'immigration en France successives, c'était ceux qui prenaient les emplois les plus pénibles, les moins bien payés. Je pense aux mineurs pour repartir dans une période de notre histoire parfois douloureuse. C'est ça la réalité aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'enjeu, au-delà du débat politique qui est posé sur la régularisation massive portée par Marine Le Pen. Il y a aussi ce débat-là, c'est de se dire, attention, il faut aussi que ces personnes aient un salaire décent et qu'elles ne soient pas utilisées, je dirais, je mets des guillemets, mais un peu comme de la chair à canon économique. Pour nous... Vous êtes d'accord avec ça ? Il ne doit pas y avoir de différence
de salaire, de conditions de travail et de contrat de travail entre un salarié français à Pôle emploi qui a des papiers et un migrant qui n'a pas de papiers. Lucie Faron, vous nous disiez tout à l'heure l'absurdie. On doit justifier d'avoir travaillé en situation illégale. Et évidemment, le chef d'entreprise est mêlé à cette histoire puisqu'il est obligé de justifier qu'il l'a utilisé. Donc là, on passe l'éponge sur l'illégalité et ensuite il engage une procédure, parce que je vous ai arrêté, il engage sa procédure de quoi? De régularisation ou d'accès au travail? Là, aujourd'hui, l'employeur doit fournir tout un tas de documents à la personne, dont notamment des fiches de paye, sur donc un certain nombre de mois et d'années antérieures à la demande, des documents relatifs à son entreprise, etc. Et la personne va, avec tout ce dossier-là, en préfecture, déposer une demande de régularisation. Et la préfecture décide de façon discrétionnaire de l'admettre ou non au séjour et donc de l'autoriser à travailler. Lise, évidemment pas Lucie, Lise Faron, c'est important de donner les bons prénoms, mais si c'est important. Ça veut dire qu'on se souvient de ce boulanger, mais ça c'était le cas le plus médiatique, qui était lancé dans une grève de la faim à Besançon, qui d'ailleurs s'est lancé ensuite en politique. Et en fait, il y a des centaines d'artisans, de salariés qui dirigent leur petite boîte et qui ne veulent pas se séparer de leurs collaborateurs. Il est en situation illégale, ils le savent, mais ils en ont besoin parce qu'il est compétent. Concrètement, qu'est-ce que vous dites aux politiques aujourd'hui? Parce que là, il y a eu cette annonce dans Le Monde, bon, très bien, une liste des métiers sous tension publiée j'espère, en janvier 2023. Et après, qu'est-ce que vous dites là aujourd'hui, vous? Qu'est-ce que vous proposez sur la commission saisonnier, par exemple, l'agriculture, qui est un vrai sujet? Comment on fait? Moi, ce que je leur dis, il n'y a pas que métiers en tension. Il y a tous les métiers. Quand on rentre dans notre pays, dans notre République, eh bien, on doit pouvoir fournir des papiers temporaire, définitif et tout cela, pour que tout le monde puisse accéder à l'emploi, mais pas un sous-emploi. Le même emploi que celui auquel je postulerais si j'étais à l'assurance chômage. Le syndicat, depuis la charte d'Amiens de 1906, ne fait pas de politique, mais on voit bien le débat. On fait de la politique syndicale. Mais la charte d'Amiens, je crois, vous empêche d'en faire sur le plan politique. Oui. Mais quand même, il y a un débat politique qui est posé. Enfin, je veux dire, c'est Marine Le Pen qui allume la mèche, mais cette espèce d'enjeu de se dire, est-ce qu'on ne crée pas un appel d'air? Est-ce parce que c'est ça la question qui est posée par tous les ministres de l'Intérieur, et la CIMAD est en première ligne sur ce sujet. Comment vous résolvez cette question-là? Elle est à la fois sociétale, économique et très politique. Ouais. Bon, la question de l'appel d'air, c'est un peu le chiffon rouge qui est agité en général par la droite dès qu'on parle d'une mesure qui améliorerait l'accès aux droits des personnes. En fait, au cours des dernières années, les différentes mesures qui ont parfois pu être prises pour améliorer l'accès aux droits des personnes n'ont jamais créé d'appel d'air. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours eu des migrations, qu'il y a tout un tas de mesures qui sont prises pour essayer de limiter les flux migratoires. On est dedans, notamment avec le futur projet de loi, et que tout ça ne fonctionne pas pour plein de raisons qu'on ne va pas développer ici. Mais voilà, c'est vraiment ce mythe de l'appel d'air qui sert d'alibi, en fait, pour éviter de prendre des mesures qui favoriseraient l'accès aux droits. Et du coup, je rejoins ce que disait M. Souillot là, sur la question de permettre à tout le monde d'exercer un emploi ou ses droits dans les mêmes conditions. Voilà, donc on est... à la CIMAD, on critique vraiment cette... l'utilisation politique, en tout cas, de ce sujet. Je vous repose la question, Frédéric Souillot, parce que vous vous êtes exprimé depuis que vous êtes secrétaire général, mais vous ne prenez pas la parole tous les jours dans les médias. Mais sur ce sujet-là, les syndicats, à leur base, sont divisés. Il y a certains qui disent qu'il faut d'abord une préférence nationale pour l'emploi. D'autres qui disent, alors vous êtes plus universaliste et vous l'avez affirmé sur ce plateau, c'est pas aussi clair que ça chez les syndicats. Et chez vous aussi, d'ailleurs. Alors, chez nous, dans notre organisation syndicale, on n'a pas ce débat. Il n'y a pas de débat de préférence nationale. Ce que l'on dit, c'est que quand on est travailleur, on a des droits. Eh bien, qu'on soit migrant, demandeur d'asile ou Français installés de bonne souche, on doit avoir les mêmes droits. Il n'y a pas de différence. Et chez nous, on ne parle pas de préférence nationale. À Force ouvrière, on a eu un congrès, on était 2500. Jamais une fois ce n'est venu à la tribune pour parler de préférence nationale. Il faut résoudre le problème sur le plan syndical et politique, puis il y a le débat technique. Qu'est-ce que vous attendez là, des mois qui viennent? On va changer d'année dans quelques semaines.
je leur dis, cette liste des métiers, et après, ces personnes qui sont devant le Conseil d'État, qu'est-ce qu'elles réclament d'ailleurs? Parce que le sujet est posé là, à travers leur situation là. Ce qu'elle réclame, c'est l'accès au droit, tout simplement. C'est avoir le droit de vivre dans des conditions dignes sur le territoire français. Et ce qui va se jouer là dans les mois qui viennent avec le projet de loi, c'est l'enjeu non seulement de limiter les mesures répressives sur le plan de la politique d'expulsion, mais c'est également de prévoir des mesures de régularisation qui puissent concerner largement des personnes aujourd'hui installées en France et qui ne se réduisent pas non plus à l'approche travail. Parce que l'approche travail, le gouvernement parle beaucoup de la question de la dépendance avec les employeurs et met en avant l'idée de réduire le rôle de l'employeur dans la régularisation. Mais quand on a un titre professionnel, on est forcément dépendant de son travail. De fait. Si on perd son emploi, on risque de perdre son travail. Donc du coup, pour nous, un enjeu vraiment de favoriser l'accès au droit et favoriser le parcours d'intégration, pour reprendre les termes du gouvernement, ça passe nécessairement par une régularisation décorrélée du simple travail, qui peut évidemment le prendre en compte, mais qui ne se limite pas à ça. Quelles seront les revendications que vous porterez? Alors, vous êtes évidemment focus sur le débat des retraites. Vous l'avez d'abord évoqué à travers ces personnes étrangères, parce que leurs droits ont été maltraités et donc ils travaillent très très longtemps, plus longtemps que la moyenne. 40% sont issus de l'immigration et 40% sont des femmes. Et après, 20%, c'est ceux qui choisissent de partir à 67 ans. Donc, vous voyez, les deux sont liés. Est-ce que vous demandez, vous, en tant que secrétaire général d'un syndicat représentatif, est-ce que vous demandez des comptes aussi à certaines entreprises qui, finalement, pendant longtemps, ont utilisé ce système d'entre-deux, de la main à la main, au black, comme on dit, d'une manière illégale, pour pourvoir à des besoins effectivement nécessaires? Est-ce que vous leur dites peut-être que c'est le moment de tous se mettre autour de la table? Alors, se mettre tous autour de la table, je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de s'y mettre autour de la table, mais je le critique et je le dis, souvent les plateformes. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Oui. Ces livreurs à vélo, là, oui. auto-entrepreneurs. Eh bien, on favorise avec ces plateformes où on sait qu'il n'y a pas forcément de papier, pas de contrat, et parfois on a le prêt d'une carte d'identité de quelqu'un. On fait vivre un système économique qui est lié plutôt, c'est comme les flux de migrants et tout cela, où il y a certains passeurs qui prennent de l'argent. C'est la même chose. Donc on exploite la misère humaine, c'est ça, quoi. C'est ça. La suite, vous la voyez comment? Parce que, encore une fois, je leur dis, on est toujours sur cette ligne de crête entre le débat politique qui agite l'actualité des chaînes mainstream, et puis une réalité économique de chefs d'entreprise, d'agriculteurs qui vous disent, moi j'ai plus personne pour ramasser mes cerises, j'ai plus personne pour ramasser mes pommes, j'ai plus personne dans mes usines, j'ai plus personne dans mes crèches, et il faut m'aider. Mais les compétences, il faut aussi répertorier les compétences de tous ces jeunes hommes et jeunes femmes. Après, tout ça, c'est quelque chose de vraiment pas du tout nouveau. Et la question, c'est de savoir si aujourd'hui, on va réussir à prendre ce tournant ou pas. Mais les gouvernements, historiquement, ont toujours voulu privilégier une approche de l'immigration professionnelle fondée sur l'introduction. On va chercher à l'étranger les employés dont on a besoin. Sous François Hollande, Manuel Valls avait fixé ces règles. Voilà, notamment, mais vraiment, elles existent depuis que l'immigration professionnelle Donc rien de neuf dans cette interview croisée, finalement? Malheureusement, pas grand-chose. Mais du coup, la question, c'est de savoir si c'est réaliste de penser que des employeurs vont pouvoir aller recruter à l'étranger des personnes pour bosser ici, alors que pendant ce temps-là, ils ont également des personnes qui sont devant leur porte, disponibles, qui attendent de bosser. Et qui sont certains dans des conditions d'hygiène déplorables, expulsés encore récemment. Juste les compétences avant de nous quitter. Parce que ces jeunes, moi je les ai rencontrés lorsque j'étais reporter, ils ont pour certains des compétences. Ils étaient maçons, ils étaient parfois cuisiniers. Comment on fait là? Parce qu'il faut d'abord aussi répertorier les compétences pour faire se rencontrer l'offre. Là, quand vous parlez des jeunes, il y a aussi la question de jeunes qui vont être pendant quelques années pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, donc parce qu'ils sont mineurs et parce qu'ils ont des droits et besoin de protection. Et donc il va y avoir un investissement de la France dans l'aide à la formation de ces jeunes-là. Et au moment où ils arrivent majeurs, on leur dit, voilà, maintenant c'est fini, fin de la prise en charge, fin de la protection, pas de droit au séjour. On investit et on les remet dehors. Voilà, c'est ça. Donc il y a aussi vraiment une absurdité, alors que effectivement, c'est des jeunes qui ont des compétences, et ils les ont acquises ici pendant leur formation. Donc, puis ils ont acquis aussi la langue, parce qu'il y avait un vrai débat, je me souviens du rapport Aurélien Taché de 2017 remis à Édouard Philippe, où il y avait aussi quand même les exigences de maîtrise de la langue. Ça, vous corroborez à ces éléments-là quand même. Il faut maîtriser la langue pour accéder à l'emploi et pour qu'on soit tous égaux. Vous savez, on a critiqué la directive détachement au niveau de la Commission européenne. Oui, et on a réussi à la faire bouger en disant que quel que soit le pays d'où vous venez, vous ne pouvez pas toucher moins que le SMIC
et avoir les mêmes conditions de travail. Eh bien, il faut qu'on l'étende pour tout le monde et puis qu'on facilite. Le débat n'est pas tranché. En tout cas, vous attendez tous, j'imagine, cette liste des métiers sous tension, mais vous nous dites, Lise Faron, en ultime conclusion, rien de neuf sous le soleil, et il y a le projet de loi, évidemment, qui va arriver. Ouais. Nous, on attend surtout des mesures plus ambitieuses pour la régularisation plus large d'un plus grand nombre de personnes. On a bien entendu votre message. Merci Lise Faron, responsable des questions entrée de séjour et droits sociaux à la CIMAD. Merci à vous, Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière. Et puis peut-être que si le temps vous le permet, bien, on fera un débat sur les retraites, parce que c'est un sujet qui occupe l'actualité des syndicats. Le ton monte sérieusement. Vous aussi, c'est du foutage de gueule, comme l'a dit François Omril, ou pas? Je dis la même chose. Aujourd'hui, 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi. Assurance chômage, maladie, invalidité, et 18% d'entre eux sont aux minima sociaux, voire au RSA. Et ils ont fait toute leur carrière, arrêtés à 55 ans. Donc quand on parle de tension sur certains métiers et tout cela, on a le plus bas taux d'emploi des 55-64 ans en Europe. Qui a progressé, c'est vrai, mais qui reste très faible. Bah oui. Merci. Vous reviendrez quand vous voudrez, évidemment. Le plateau vous est grand ouvert. Merci Frédéric Souillot, merci Lise Faron pour la CIMAD. On termine avec la cooptation. Bah oui, c'est fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité.